Bonjour du podcast d'Arjar Pays. Sadia Gassem est une jeune militante féministe qui allie toujours recherche et travail concret sur le terrain. Elle est assistante sociale de formation et prépare une thèse en anthropologie du droit et de la justice. Au sein du réseau Wassila, collectif algérien pour les droits des femmes et l'égalité, elle fait de l'accompagnement juridique. Elle contribue par ailleurs avec Amel Hawati à la recherche et au classement des archives féministes algériennes. Enfin, elle a réalisé un film documentaire, Felfel Ahmar, dans lequel elle questionne des femmes en milieu urbain et en milieu rural sur leurs conditions. Écoutons-la. Bonjour Sadia Gassem. Bonjour Jalila. Je m'appelle Sadia Gassem. Je vis à Alger depuis janvier 2014. Avant ça, tu étais en France? Oui, j'ai fait mes études, enfin, pas que mes études, parce que j'ai vécu en fait et j'ai grandi en France. Je suis partie en France, je devais avoir, j'avais 9 ans. Et je suis revenue en Algérie à 32 ans, donc c'est toute une vie. Et tu as des souvenirs de ta vie avant tes 9 ans, je veux dire, ton enfance? Ah oui, bien sûr. Oui. Felbodj, plus précisément dans un petit village. Je suis originaire d'un petit village dans la wilaya de Bordbarawej qui s'appelle Mouten. Et donc c'est un tout petit village dans une descente d'une montagne et qui est face à une autre montagne. Donc on passe tout notre temps à monter, à descendre. C'est très beau, mais c'est très très rude. Et donc mes 9 premières années, je les ai vécues là-bas. J'ai fait 2 ans d'école et juste après on est parti en France. Donc c'était en 91. Donc oui, j'ai plein de souvenirs. Tu as fait l'école jusqu'à... Oui, quand tu avais 9 ans. J'ai fait 2 années. Oui, en primaire. Je fais mes 2 premières années et j'allais... ou 3 ans peut-être. Et donc j'allais passer à l'année où on allait commencer à étudier le français. En tout cas au village, on parlait Darja. Kabyle aussi parce que c'est des petits villages dans cette région. Il y a plein de petits villages. Donc il y a un mélange d'arabophones, darjaphones et de kabylophones, dont ma mère qui est kabyle et mon père qui est arabophone. Mais comme dans le village, on parlait plutôt arabe, donc elle ne nous a pas trop parlé kabyle. Que Darja, oui. Que Darja. Et même à la maison, même en France, on parlait Darja. Entre frères et sœurs, on parle français. Et avec mes parents, on parle plutôt Darja ou alors on mélange français ou français et Darja. T'as tes parents aussi? Oui. Mon père, mon père, c'est l'inverse. Il a plutôt vécu en France. Il avait 20 ans, comme beaucoup d'Algériens, bien après l'indépendance, parce qu'il n'est pas aussi âgé. Et il a grandi, il a travaillé, il a vécu en France juste après son mariage, donc loin de nous pendant très longtemps. Il revenait tous les ans. Tous les ans, il venait, ou tous les 2 ans même. Et puis à un moment, ma mère lui a dit, c'est soit ici, soit là-bas, mais on ne peut pas rester comme ça. Comme ça, ils ont vécu comme ça 30 ans? Que mon père a vécu 30 ans comme ça, mais avec ma mère, ça faisait 20 ans. Et donc au bout de 20 ans, il a bien fallu prendre une décision, c'est soit là, soit là-bas. Et mon père, comme il est parti, c'est des villages agricoles très peu, surtout de bergers, cultivateurs d'olives et d'huile d'olive. Enfin, voilà. Donc mon père était berger quand il est parti. Il lui a dit, mais si je reviens, je vais faire quoi? Je vais être berger, c'est pas possible. Et donc il a pris la décision qu'on devait tous partir. Voilà. Et donc vous êtes installés en France. Pour lui, c'était une continuité, quoi. Il était déjà installé, il avait son métier. Donc ça n'a pas été trop dur pour lui, je veux dire.
Pour mon père, non, ce qui a été difficile, c'est de nous accueillir. Ah, oui. Oui, Mm. parce que quand même, ça faisait 30 ans qu'il vivait seul, qu'il était quand même indépendant, qu'il avait son rythme, qu'il avait ses amis. Et là, avoir 6 enfants. Là, ben, oui. Parce qu'on était 6, on est partis à 6 avec ma mère, dans un petit appartement. Ça a été assez difficile pour lui. Je me souviens, une fois, il nous avait montré une photo de lui dans les années 80, je pense, où il était très très habillé, avec les cheveux longs, et à côté d'une 404 Bordeaux. Et j'ai dit, mais elle est où cette voiture? Je dis, bah, j'ai dû la vendre. Il m'a dit, j'ai dû la vendre pour que vous puissiez venir. Donc tu vois, ça avait beaucoup, il y avait plein de choses en fait qui avaient changé. Pour lui, dans sa vie. Pour lui, oui, dans sa vie, dans son quotidien, dans sa manière de vivre. Et, alors il y a 3 filles et un garçon avant moi, donc je suis la 5e. Ouais. Ensuite j'ai un petit frère. Il m'a osé quand même. Voilà, 2 ans de moins que moi, donc il a 35 ans. Et un autre petit frère qui est né en France. Qui est venu après. Voilà, qui est né en France en 92. Et cette fratrie, ils vivent toujours en France ou bien tu es la seule à être descendue en Algérie comme on Non, j'ai une grande sœur, la plus grande, qui n'est jamais partie. Elle était mariée avant qu'on parte. Donc elle s'est mariée en 90 et nous on est partis en 91. Et là j'ai mon petit frère de 2 ans moins que moi qui est là, qui est revenu il y a 3 ans. Et lui qui s'est aussi, marié. Il a fait ce choix de rentrer. Lui aussi, il a fait ce choix un peu contraint aussi par différentes difficultés, qu'elles soient familiales ou même d'adaptation en France, malgré qu'il soit parti très jeune. Et il s'est dit, tiens, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et il s'en sort plutôt bien. Donc là, tu as plusieurs foyers maintenant. Exactement. Bordeaux, toujours à Paris. J'ai mes 2 sœurs et mon grand frère et mon petit frère qui sont en France. Donc j'ai aussi des neveux et des nièces. Et puis j'ai ma sœur et mon frère ici. Pareil, des neveux et une nièce aussi. Et mes parents qui font des allers-retours. Donc là, ma mère qui est en ce moment à Bordeaux, mon père qui est à Paris. Et ta mère, elle s'est bien adaptée à sa vie en France les premières années ou... Ça a été difficile pour tout le monde en fait. Ça a été vraiment très difficile pour tout le monde parce que mon père, ça a été difficile de subvenir aux besoins. Il est parti berger et du coup, arrivé en France, il n'a pas fait d'études. Il a fait des cours du soir pour apprendre à lire et un peu à écrire, à parler. Et puis c'est mon grand-oncle, son oncle paternel, qui lui avait trouvé un travail où lui-même travaillait, une entreprise comment on appelle ça, de bétonnage. Et donc il était conducteur d'engin. Et donc c'était quand même des salaires très modestes et que ça a été difficile quand même pour lui de subvenir aux besoins d'une femme, plus 6 enfants scolarisés qu'il fallait adapter dans un petit appartement en banlieue parisienne. Et donc il y avait tout ça. Donc déjà pour mon père et ma mère, oui, ça a été extrêmement difficile. Elle est partie, elle avait 40 ans. Elle était contente parce qu'on était tous réunis et que quand même avec la belle famille c'était assez difficile. Donc se retrouver seule dans sa maison, c'était bien. Une aubaine, oui. Mais dans un pays étranger, une langue qu'elle ne connaissait pas du tout, aucune d'entre nous ne connaissait. Et puis elle laissait quand même sa fille, sa grande fille mariée, sa mère surtout. Ma mère a beaucoup, beaucoup de regrets pour sa mère. Elle a essayé, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a essayé de combler ce départ, mais ça l'a jamais satisfaite en fait. Voilà. Ça a été vraiment une déchirure jusqu'à aujourd'hui. Ma grand-mère est décédée en 2008, mais aujourd'hui, ma mère, elle regrette de l'avoir laissée, d'être partie en France et de l'avoir laissée. Elle n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus, mais même si elle l'avait, je ne vois pas trop en fait quelle solution. Il n'y avait pas de solution. On a toujours vécu dans ce village et mon père, en fait, il fallait qu'il parte loin parce qu'il y avait un contrôle, une emprise de famille paternelle. Et j'ai appris récemment, il n'y a pas longtemps, qu'on est quand même parti un peu en cachette
Partir du village, parce qu'ils refusaient en fait. Ils ne voulaient pas nous laisser partir, ils refusaient que mon père sépare la famille. Pour eux, c'est disloquer la famille, c'est la séparer, c'est la diviser, que de prendre son indépendance avec ses enfants et sa femme. C'est-à-dire que jusque-là, vous viviez toute la grande famille ensemble, oui, quoi, avec la belle famille de ta mère. Avec mon grand-oncle, parce que mon père il a perdu ses parents très jeunes, et donc c'est son oncle du côté paternel qui l'a élevé. Et Martha May, leur fille, est mariée au frère de mon père, avec leurs enfants. Chacun avait sa petite pièce, c'était des petites maisons, ce qu'on appelle maintenant les petites maisons kabyles, en pierre et tuiles, qui sont magnifiques, mais qui étaient très très petites, avec le kori juste à côté. Et ma mère me racontait qu'à son mariage, elle a vécu dans le kori. Tu vois, avec une petite pièce au-dessus et les animaux en bas. Les animaux, les tables, quoi. Voilà, dans les tables, Et on le voit, je crois que c'est cette maison qu'on voit dans ton film. Oui, exactement, c'est celle-là qu'on voit dans le film. Justement, le passage là-bas, parce que tu as deux parties dans ton film. Il y a cette partie qui est propre à Alger, où tu te fais débattre les jeunes femmes autour de la question du code de la famille. Et en même temps, tu fais un parallèle avec la vie des femmes dans ton village. Et on voit justement ce magnifique village et la vie qui doit être certainement dure, mais en même temps, il y a tellement de beauté. C'est difficile. Hein. Oui, c'est très dur, mais c'est très beau. Et c'est ce qu'elles disent encore aujourd'hui, les femmes, c'est que ça a été très difficile pour elles, que ce soit physiquement ou moralement, parce que les promiscuités, les belles familles, même les familles initiales sont très difficiles. Mais c'était tellement beau. Et puis il y avait quand même beaucoup de solidarité, que ce soit entre femmes, entre hommes et entre familles aussi. Et c'est ça en fait qu'elle regrette du village et qu'elle ne retrouve pas du tout dans les villes. Et dans le film, c'était surtout en fait les différentes manières de résister et de lutter, que chacune dans son contexte, dans son environnement, lutter et se construisait et essayait du moins de se construire en dehors de ce cadre imposé à sa manière. D'ailleurs, on voit ta sœur, je crois. Oui. Et cette dame-là, donc. Non, c'est ma mère, avec ma sœur qui est partie, qui elle vit en France, ma nièce. Voilà, il y avait la petite aussi. Et ma cousine. Qui découvrait. Et ta cousine. Et ma cousine, on a pratiquement le même âge, on a un an de différence. Mais on a vécu ensemble dans cette petite maison au village, en tout cas les 9 premières années. Et puis eux sont partis ensuite. Nous, on est partis en France en août 91. Et eux sont restés au village jusque... c'était vraiment les derniers à partir parce que le village a été complètement abandonné et déserté début 90. Quand nous on est partis, tout le monde était encore là, et personne n'avait quitté le village. Et 92, début 92, 93, fin 93, il n'y avait plus personne. Les années 90, notre village a été beaucoup touché par le terrorisme. Il y avait des militants en fait, du fils dans le village, dont mon oncle Amé. Et puis, il y avait beaucoup de discussions, pas forcément de gros conflits, mais il y avait beaucoup de discussions sur justement toutes les questions qui se posaient début des années 90 avec le fils, la religion, le politique, le vote. Donc il y avait quelques militants du fils au village. Mais ça ne posait pas problème. Il y avait énormément de débats, il y avait énormément de conflits, mais c'était pas le problème. Et mon père me racontait que quand il revenait en Algérie, qu'il revenait dans le village, il était très étonné qu'il y ait ces débats-là. Et il était en conflit avec pratiquement tout le monde parce que pour lui, il ne fallait pas que la religion soit pas un frein, mais qu'elle soit mobilisée par un parti politique. Mon père n'a jamais fait partie d'un parti politique. Il a fait quelques luttes dans son milieu du travail en France pour leurs droits salariaux, syndicaux. Mais il n'a pas été un leader politique ou même...
Il a été un peu syndiqué, mais vraiment très peu. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est dans les mouvements, en tout cas, qui est militant. Et là, il me disait, moi, ça me posait problème parce que mon père, c'est un pratiquant. La religion, c'est extrêmement important pour lui. Oui. Mais il a une religion, il a une foi personnelle. Il ne peut pas imposer aux gens. Et pour lui, qu'un parti politique soit musulman, ça voulait dire qu'il fallait imposer l'islam à tout le monde et que c'était très bizarre pour lui en fait. Alors que pour lui la religion c'est un choix et même si à nous aussi, il nous disait faites la prière, n'oubliez pas de faire le ramadan. Et c'était des conseils parce que lui c'était bien, et que ça faisait du bien et que ça pouvait nous aider dans notre vie et que moi il m'a transmis la religion du respect du voisin, voilà, de ce qu'on nous transmet ici, des belles valeurs de comment vivre en société en fait, et d'accepter l'autre et d'être généreuse. Et il faut il faut pas que j'ai du mépris, voilà, vraiment c'est ça mon père. Et pour lui ça il fallait être convaincu pour ça, il fallait l'inculquer comme ça, mais pas justement que ce soit un instrument politique. Voilà. Donc il y avait eu beaucoup de conflits par rapport à ça, mais il n'était pas le seul à le penser. Et il trouvait que c'était quand même assez radical et que ça commençait à se radicaliser au village et il n'aimait pas ça. Et puis quand le processus électoral a été arrêté, là, c'est là où ça a commencé à être à poser problème au village parce qu'il y avait des militants, du fils, mais des militants politiques. Ils étaient convaincus par la portée politique, le discours et l'anticorruption, des valeurs qui pouvaient être très bonnes, propagées par l'islam. Mais lorsque le processus électoral a été arrêté et que l'armée en tout cas a sorti les chars et a dissous le fils, tout le monde a arrêté. Au village, tout le monde s'est dit stop, on arrête, c'est fini. Et ils ont quitté le fils. C'était la fin pour eux en fait. Il était hors de question d'aller se battre. Pour eux, enfin, c'était des pacifiques. C'était des pacifiques et surtout pour eux c'était fini. Il était hors de question d'aller se battre contre l'armée ou de mener la guerre en fait. Enfin, c'était même pas entendable et ils n'imaginaient pas, c'était des militants politiques. Donc. Et là, des membres du fils n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc ils allaient chercher dans les maisons les anciens militants qui ont milité avec le fils pour les obliger à aller au maquis, dont mon oncle en fait, Ammé. Et c'est comme ça en fait, d'une part pour cette raison, parce qu'ils commençaient à obliger les gens à monter au maquis alors qu'ils ne l'envisageaient pas et qu'ils ne le voulaient pas. Donc les gens se sont enfuis en ville pour se cacher, pour se protéger. Et puis il commence à y avoir aussi, parce que c'est très montagneux, il y a beaucoup de végétation. Donc il commençait à y avoir des maquis d'anciens militants islamistes. Et là, il commençait à y avoir des crimes de villageois. Et c'est là où ils sont tous partis. En 1993, il n'y avait plus personne au village. Donc quand on est revenu, on était parti en 91 et on est revenu le premier été 93, donc ça devait être en juillet 93. Et tout le monde était en ville, le ville complètement vide, et on n'a même pas pu y aller au village parce qu'on nous a déconseillé d'y aller. Parce qu'il y avait déjà des... Ça se trouve, il était déjà habité ou squatté par... Si, il était déjà. Mon père est parti seul. Il est parti seul et il nous racontait qu'il avait rencontré justement un homme armé et qui lui a dit il ne faut pas que tu reviennes armé parce qu'il l'a reconnu. Donc, et on a eu beaucoup il y a eu quelques-uns, en tout cas quelques jeunes du village qui ont pris les armes. Pas que des jeunes, qui ont pris les armes. Malgré tout, il y en avait quand même qui étaient contre, qui sont partis en ville, et d'autres qui ont pris les armes. Et en partant en ville, donc ils s'installent, ils achètent, ils louent. Ça dépend, tout dépend des personnes. Par exemple, pour mon oncle, c'est mon père et mon oncle qui sont cotisés, donc qui ont envoyé de l'argent de France et qui ont pu acheter un petit bout de terrain à Borges et ils ont construit et ils sont installés. Mais au départ, ils se sont installés dans du ciment, il n'y avait rien.
Donc chacun avait sa solution individuelle. Exactement. Il n'y avait pas du tout, non, c'était pas du tout un départ collectif et chacun est parti là où il pouvait. Donc beaucoup sont partis à Borjville, d'autres sont partis à Medjana, qui est une ville juste à côté, et d'autres sont partis à l'étranger, qui sont partis en France. D'autres avaient quelques de la famille à Alger aussi, quelques-uns qui sont à Alger. Voilà, chacun avait sa solution. Alors pas tous les villages ont été désertés. Par exemple, le village de ma mère, qui est plus loin, qui est en petite, ce qu'on appelle la petite Kabylie, je sais pas ce que ça veut dire, la petite Kabylie. En tout cas, c'est un village kabyle. Plus vers la mer, quoi. C'est plus vers la mer, pas plus vers... que vers les montagnes. Vers Sidi Rich, tu vois, la route vraiment qui va... Et c'est pareil, c'est très montagneux, on ne voit pas la mer, mais c'est un village qui n'a jamais été déserté. Alors, ce qui est très drôle, ma mère, ce que dit ma mère, c'est que elle lui dit mais c'est normal que ton village ait été déserté. Elle dit mais déjà à la guerre d'indépendance, il y avait des harkas dans ton village. Elle dit c'est normal. Et c'est vrai ça? Et ça c'est vrai. Dans le village de mon père, il y avait ce qu'on appelle les harkis, des cousins qui avaient pris les armes avec l'Algérie, les indépendantistes algériens, et qui ne voyaient pas le bout en fait de la guerre. Et ce que me racontait mon père, c'est qu'en fait, à un moment, ils ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, et comme ils ne voyaient pas le bout de la guerre, ils se sont dit c'est pas possible, on n'arrivera jamais à battre cette colonie française. Et donc ils sont rentrés au village, et pas beaucoup, mais quand même il y en avait quelques-uns, et qui ont pris l'uniforme français. Et d'après ma mère, il n'y a pas eu de harkis dans son village, et il y en a eu chez mon père, et que c'est pour elle, et que c'est pour ça aussi que les années 90, pendant les années 90, il s'est passé ça. Tu penses qu'il y a des liens comme ça? Est-ce que l'histoire nous forge un petit peu les groupes sociaux? Je veux dire, on est forgé avec ça, oui, moi je pense, complètement. Les personnes se construisent avec aussi ce qu'elles portent comme souvenir du passé. Exactement, et puis ce qu'on leur transmet. Ce qu'on leur transmet aussi. Ce qu'elles ont vécu, mais ce qu'on leur transmet aussi comme souvenir et comme histoire. Je pense que ma mère n'a pas totalement tort, elle dit ça pour embêter mon père, mais il y a beaucoup de vérité dans ça. Ce qu'elle disait, c'est que... elle le disait en rigolant, mais elle disait, il n'y a pas suffisamment de solidarité dans ton village, et c'est vrai. Il y avait de la solidarité, mais il y avait aussi beaucoup de conflits et beaucoup de divisions. Pour elle, c'était lié à la guerre d'indépendance. C'était évident d'avoir cette lecture-là, en fait, que des conflits et des positions que les personnes et que les familles ont prises pendant cet événement historique et marquant. Ça a marqué quand même un pays, la construction d'un pays, des identités et des êtres. Évidemment que ça a une incidence sur les relations, la construction et la manière dont on construit les liens et des solidarités ou pas, et d'un village, d'une ville. Mais de toute façon, on le voit bien. Oui. On le voit bien aujourd'hui dans notre pays. C'est ce que j'avais dit. Mais oui, on voit bien que tout le passé, tout le passé nous revient en pleine gueule parce qu'on on l'a pas assez interrogé. On n'a pas assez interrogé, mais non pas on règle rien. Souvent ça, on n'a rien réglé, mais en fait le problème c'est pas régler les choses, on va jamais régler ce qui est passé. C'est faire face, quoi. Voilà, mais faire face à ce qui s'est passé, à qui a fait quoi et comment ça s'est passé, et les rôles de chacun, et c'est pas grave si on découvre que finalement un tel n'était pas si pur. Enfin, au contraire, moi je pense que c'est même plus sain. Mais ça les rend tellement plus humains. Oui. Enfin, on le sait qu'on est traversé quand même par des contradictions, par des pensées horribles. Mais j'imagine que dans ces moments-là, il y a une part de nous qui prend le dessus et c'est parfois complètement involontaire. C'est en fonction du contexte et c'est pas grave, mais on n'y arrive pas parce que si tu dis tout ça, si les gens
les personnes écrivent vraiment l'histoire et la racontent comme elle s'est passée, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont construites sur des mensonges qui vont détruire. Et même l'Algérie, on a construit, enfin, je veux dire, beaucoup de pays se sont construits sur des mensonges. Mais quand même, moi je parle de mon pays et je sais que tant qu'on n'a pas parlé de tout ça, tant qu'on n'a pas vraiment tout mis à plat, et on ne va pas y arriver. Je voulais t'interroger aussi sur tes recherches. J'ai vu que tu publiais parfois des audiences, tu allais à des audiences de femmes. Oui. Alors, ça, c'est aussi Ça, c'est aussi une autre recherche que tu fais. Oui, Ouais. moi mes recherches, parce que donc j'ai grandi, j'ai fait des études en France et j'ai fait un diplôme d'état d'assistante sociale. Mhm. Et en fait, mes études ont été motivées d'une part pour les droits des femmes et la place des femmes, et d'autre part par le fait d'être au maximum indépendante. Une fois, je me souviens Tu parles de toi, de ton moi, indépendance. oui, de mon indépendance. Une fois, je faisais un stage dans une maison de retraite et le directeur, bon, j'avais à peine 18 ans, et le directeur me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis j'en sais rien. Le directeur de la maison de retraite, je ne sais pas, qui était psychiatre. Je dis je sais pas. Et il me dit moi tu sais, j'avais envie de faire un métier où j'avais pas à me lever le matin. Ou alors, si je me lève, c'est à l'heure que je veux. Ah, ça c'est formidable, c'est une très bonne idée que tu as eue. Donc il m'a dit, il fallait que je réfléchisse à un métier où où je pouvais être libre de ça, et de ne pas être contrainte de me réveiller et d'être au bureau à 8 heures du matin. J'ai dit donc je suis psychiatre et j'ai ouvert mon cabinet. Et puis il a créé cette maison de retraite. Et puis moi, quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi, je dis en fait, moi, ce que je voudrais, c'est de ne pas avoir de chef, pas avoir de hiérarchie et d'être libre et indépendante. Au maximum. C'est difficile dans un système patriarcal et dans un système capitaliste comme celui-là, on veut de l'asservissement et des salariés. C'est assez difficile. Mais il y avait quand même quelques métiers, par exemple, c'était au lycée où j'avais rencontré cette assistante sociale. Et elle avait une liberté de mouvement et de réflexion et de méthode de travail, parce que quand on est assistante sociale, on n'a pas vraiment de hiérarchie et surtout, il n'y a pas vraiment de méthode. Chacune, c'est au cas par cas, et que, du coup, on n'a pas de protocole d'intervention à part sur quelques moments très spécifiques. Et on doit suivre un peu les lois ou des choses comme ça, ou des procédures. Mais on était assez libre avec les personnes et ce qu'on mettait en place avec elles. Et comme il fallait travailler avec les personnes et avec leurs projets, donc c'était tout le temps différent et c'était assez libre. Et ça me plaisait bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire assistante sociale. Puis je vais travailler avec les femmes et les femmes victimes de violences. Et donc j'ai fait un diplôme d'assistante sociale après mon bac. Puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans un centre d'hébergement pour femmes en banlieue parisienne, et qui accueillait des femmes ayant connu la prostitution et donc qui voulaient sortir de ce processus-là et avoir une autre vie. Et puis c'était souvent des femmes émigrées et qui venaient d'Afrique, d'Algérie, du Maroc, du Mali, beaucoup du Nigeria, quelques-unes du Cameroun. Et qui étaient passés pour la plupart par des réseaux, de ce qu'on appelle des réseaux de prostitution, mais qui sont surtout en fait des réseaux d'amitié, de famille, qui te permettent de passer d'un pays à un autre quand les femmes n'avaient pas d'argent, elles payaient avec leur corps. Tu veux dire y compris dans leur migration? Oui. En passant par nos pays. Tout à fait. Il y avait une Camerounaise qui était passée qui était passée par la Tunisie. De la Tunisie, elle est partie en Turquie. De Turquie, elle est passée par Chypre. Et ensuite s'est retrouvée en Italie.
et ensuite en France. Et dans tout son parcours, elle est passée par ces réseaux d'immigration, ce qu'on appelle l'immigration illégale, mais c'est ce qui permet aux gens, aux Africains de voyager. Enfin, donc ce qui est complètement incroyable. Que dans les mouvements, que ce soit la politisation ou les actions politiques, il y a une espèce d'accélération, un grand pas en avant, et ça c'est super. C'est ce qu'a permis le Hirak. Nous, dans le mouvement féministe, ça nous a permis déjà de créer un mouvement féministe algérien qui existait déjà, bien sûr, qui existait déjà et qui avait été créé dans les années 80 et même avant, officiellement dans les années 80, officieusement bien avant. Voilà. Depuis même la guerre d'indépendance. Exactement, exactement. Ce que là, on a réussi, on a vraiment fait, c'était recréer ces liens-là qui existaient déjà, qui avaient été créés, mais qui ont été rompus par tous les événements par lesquels on a passé et dont on a un peu discuté là, donc les années 90, les années 2000, les 20 ans de Bouteflika ont été destructeurs pour beaucoup de militants, pour le mouvement associatif, pour les liens et les choses qu'ils ont fait sur le terrain étaient complètement détruits à ce moment-là. Et là, c'était vraiment juste réveiller ces liens-là et ce qui existait déjà et le travail qui avait été déjà entamé des années auparavant et qui a été juste soit arrêté de force, rompu. Et donc voilà, donc le Hirak pour nous nous a permis ça, de se revoir, de se reparler toutes, ce qu'on appelle la jeune génération féministe et les anciennes, et de différentes régions, de mener des actions communes. Alors ça, c'est fou. Ça on peut pas nous enlever ça, et on continue à le faire malgré tout. Alors c'est difficile parce que évidemment que ce que je disais tout à l'heure, il y a des conflits, mais pour moi le conflit c'est important et c'est constructeur, c'est pas destructeur, ça construit. Mais c'est des choses qui peuvent être dépassées parce qu'il y a quand même un socle commun sur lequel on est d'accord et ce pourquoi on se bat. La dignité des femmes, l'égalité, la justice sociale, tu vois, le féminisme va quand même au-delà. Une fois qu'on casse et qu'on met en question l'inégalité entre hommes et femmes, toutes les autres inégalités, elles sont remises en question. Absolument, oui. Parce que l'inégalité entre hommes et femmes, elle est fondamentale, elle est fondatrice de toutes les autres inégalités. Une fois que tu remets ça en question, que tu le détruis, toutes les autres inégalités n'ont plus d'existence en fait, n'ont plus de socle sur quoi se battre à la croisée de toutes ces luttes. Et je crois, de ce qu'on essaye de construire ici en Algérie avec le mouvement féministe, je pense qu'il est à la croisée de toutes ces luttes-là et c'est en tout cas c'est ce dont on discute et c'est ce qu'on essaye de construire aujourd'hui. Évidemment que le féminisme ne peut pas échapper à la question des luttes des classes. Il ne peut pas non plus échapper à la question du racisme. Ça c'est évident. Ou même à la violence d'État. Bien sûr, tout à fait. Oui. C'est vraiment à la croisée de... C'est pour ça que je disais, on discute de toutes ces questions-là. Donc de la question économique, de quelle économie on veut en tant que féministe. Le féminisme, c'est pas seulement relatif à l'égalité et aux droits des femmes, mais dans quelle société en fait? Quelle société permettrait cette égalité-là? Évidemment que c'est pas une société capitaliste, évidemment que c'est pas une société raciste, évidemment que c'est pas une société où il y a une différence de classe, de stature et de statut et de position et de privilèges. Tout le monde devrait avoir ces privilèges-là. Moi, je suis pas contre les privilèges, mais je veux que tout le monde les ait. Je veux que tout le monde soit privilégié, je veux que toutes les femmes aient accès à ces privilèges. Je veux pas... J'ai acquis au cours de mes années de lutte interne à moi-même, familiale, dans mes études, j'ai acquis des privilèges. Mais je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas abandonner ces privilèges-là, mais j'aimerais que toutes les femmes aient accès à ces privilèges et que ce ne soit pas une lutte personnelle. Parce qu'on te dit oui,
C'est pas, on ne les offrira jamais. Ouais, C'est ce que disait, c'était le discours de Ben Bella en 65, après la marche des femmes. Il y avait une grande marche des femmes en Algérie, le 8 mars 65. Et Ben Bella leur a dit, les femmes, il va falloir que les femmes se battent pour avoir leurs droits. Elles se sont battues pour la décolonisation, mais maintenant, il faut qu'elles se battent seules, sans les hommes. Tu vois. Et oui, bien sûr il faudra se battre. Mais moi, c'est pas quelque chose. On ne peut pas compter sur une lutte individuelle et pour moi, il est hors de question que parce que des femmes n'ont pas réussi par différents obstacles qui sont beaucoup trop gros, beaucoup trop grands, que l'échec leur incombe et que c'est un échec individuel, c'est un échec collectif. Et on a tendance à être dans des luttes individuelles et dans des révolutions individuelles et du coup à une espèce de méritocratie ou de volonté. Il faut le vouloir. Elles veulent toutes veulent être dignes, être traitées dignement. Toutes veulent vivre dans une société sans violence et sans féminicide. Mais ce n'est pas une lutte individuelle, pas la volonté d'une personne, et ce n'est pas l'échec d'une personne, c'est l'échec de toute une société. Et vous faites quoi alors? Tu peux m'expliquer un peu concrètement, parce que vos actions au niveau du réseau Wessila, j'en ai une petite idée, hein, mais toi particulièrement ce que tu fais. Alors le réseau Wessila existe depuis 2000. Je vais pas te faire l'historique, mais existe depuis 2000 et je trouvais intéressant en fait la manière dont il s'est créé. D'une part, il s'était créé à la fin des années 90 parce qu'il y a eu beaucoup de viols de femmes et que beaucoup de femmes se sont retrouvées enceintes et qu'elles n'avaient pas la possibilité d'avorter. Et des femmes se sont levées et ont levé la voix et ont en tout cas plaidé pour qu'il y ait la possibilité à ces femmes violées de pouvoir avorter dans les hôpitaux et non pas le faire clandestinement ou alors aller au bout de cette grossesse qui est monstrueuse. Ça me fait penser à la fameuse plaidoirie de Gisèle Halimi. C'est ça. C'était en quelle année? En 72, je crois, en France. C'est ça. Avant la loi sur l'avortement. C'est les mêmes luttes finalement qui reviennent. Complètement, mais c'est pour ça que c'est pas que la domination et les violences faites aux femmes et toutes ces questions féministes, elles sont mondiales et elles se retrouvent partout. Et c'est les mêmes. Moi, quand on me dit que j'ai une pensée occidentale, que le féminisme c'est occidental. Je ne comprends pas en fait. Je ne peux pas comprendre ça parce que se battre pour la dignité, se battre pour être libre, se battre pour pouvoir marcher librement dans la rue sans être harcelé, sans qu'on me dise tu n'as pas le droit d'être là, alors que lui il est là. Pourquoi lui il est là? Mais est-ce que tu penses qu'il y a des féminismes ou bien Il y a des féminismes, bien sûr qu'il y a des féminismes. Il y a des féminismes, il y a des féministes racistes par exemple. Des féminismes. Ah bon, c'est possible. Bien sûr, évidemment, mais on n'est pas parfaite, mais on revendique le droit de ne pas être parfaite. Non, je sais, mais. Mais oui, je sais. Mais oui, bien sûr. Ça paraît contradictoire, mais évidemment que ça existe, parce qu'on est faite de la même manière, on est construite dans ces mêmes sociétés-là, qui sont racistes, qui sont patriarcales et qui sont de classe sociale. Évidemment qu'il y a des féministes qui ne prennent pas la question des classes sociales, elles ne prennent pas non plus la question du racisme, qui sont aussi contre le voile, par exemple. Moi, je n'ai pas un féminisme qui dit aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent gagner leur vie et comment elles doivent pratiquer ou non la religion. Pour moi, mon féminisme, et en tout cas ce qu'on essaye de défendre ici en Algérie, c'est plutôt un féminisme radical et total, je dirais. C'est-à-dire que pas raciste, inclusif, anti-classe sociale, de lutte des classes sociales. Et puis dans l'acceptation
des différences de l'autre. Oui. Moi, il est hors de question, vraiment, pour moi dans mon féminisme, il est hors de question que je dise à une femme, tu portes le voile donc tu es soumise. C'est complètement hallucinant. Ma mère... Ouais. C'est la minoriser, quoi, de lui dire ça. C'est-à-dire de lui dire qu'elle n'a pas elle-même une pensée propre. Évidemment, et puis pour moi c'est complètement antiféministe. De dire que les femmes sont libres, qu'on se bat pour la liberté des femmes, leur indépendance, et qu'en même temps on la nie pour d'autres. Donc on revient exactement au même schéma et à la même pensée patriarcale au final. De dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent penser, comment ce qu'elles pensent n'est pas juste et n'est pas indépendant, et qu'elles sont forcément influencées, mais qu'importe si elle est influencée et que ça lui va bien. Moi je vais pas rentrer là-dedans. Enfin, et je vais pas apporter de jugement là-dedans. Et au réseau Wasila, il y a de tout. Enfin, il y a de tout, il y a de toutes les pensées et de tous les courants. Comment tu as évolué, comment tu es arrivée à être ce que tu es, c'est-à-dire une féministe qui s'intéresse aux archives du féminisme. Oui. C'est un beau travail d'ailleurs ce que tu fais là, sur les archives. Alors les archives des luttes des femmes en Algérie, c'est un projet que Awel Hawati, que tu connais, qui a lancé justement les fruits du Hirak. Même si on s'y intéressait individuellement avant, et le Hirak a fait que de manière collective on s'y est mise. Et Awel donc, a lancé ce projet, cette page Facebook le 8 mars 2019. Elle avait partagé des archives de sa maman, qui était aussi militante, et qui avait quelques documents comme ça chez elle. Et donc elle avait scanné l'abécédaire des femmes. Et la première page, la couverture de question féministe, les questions du féminisme, je crois. Couverture jaune. Une photo de la manif de 90 des femmes. Et il y a même Soumia Salhi sur la couverture. Et donc elle avait posté ça. Moi j'ai trouvé ça magnifique. Et tout de suite, je ne sais plus si je lui ai écrit ou c'est elle qui m'avait écrit, mais c'est elle qui m'avait écrit ensuite quelques jours après pour me dire est-ce que ça t'intéresse, parce qu'on avait... Elle savait que je m'intéressais à cette question, mais de mon côté. Et puis elle aussi, elle travaillait de son côté. Et puis on s'est mises à travailler dessus toutes les deux. Et en fait, pour moi c'est important. C'est important parce que, comme ce qu'on vient de dire, sur le fait que les femmes travaillent et qu'on dise que ce sont les hommes qui travaillent. Et les femmes ont lutté et continuent à lutter. Et elles sont totalement invisibilisées. Et leur histoire, elle est complètement en dehors de l'histoire de l'Algérie. Et pour moi, il est important, d'une part pour moi, de comprendre cette histoire-là et de m'en imprégner. Et j'étais quand même frustrée de connaître l'histoire des luttes des femmes en France, mais pas celle des femmes de ma famille et de mon entourage et de mon pays. Même si la France est mon pays aussi. Enfin, j'ai grandi, j'ai la double nationalité et je suis aussi bien là-bas qu'ici et je me sens chez moi aussi bien là-bas qu'ici. Mais du coup, pour me sentir aussi bien là-bas qu'ici, il fallait que j'ai cette part-là, qu'il y ait aussi ici. Et ce ici, pour moi, c'était les femmes. Et il fallait que je connaisse et que je comprenne ces femmes-là, parce qu'on n'arrête pas de me dire que les femmes n'ont pas lutté, qu'elles n'ont rien écrit, qu'elles n'ont rien produit. Mais tu verras, de toute façon, il n'y a pas de recherche en Algérie, il n'y a pas d'archives. Alors ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Parce qu'en France, on disait la même chose et au final, on a découvert que c'était pas vrai. Et que ici, évidemment, que c'est pas vrai, qu'elles ont lutté, qu'elles continuent à lutter, qu'elles ont leur histoire et qu'on essaye de l'effacer, ou en tout cas de ne pas la montrer, de ne pas l'étudier. Et on refuse de voir la lutte des femmes. Et en Algérie, c'est ce qui s'est passé. Donc toutes ces archives-là, alors on ne les retrouvait pas, évidemment, parce que les archives, les bibliothèques déjà sont dans des états lamentables. Enfin, déjà, les archives nationales sont dans un état lamentable, alors les archives des femmes, c'est encore pire. Et puis ils ne s'y intéressent pas, ils s'intéressent pratiquement que à l'histoire de l'indépendance et de la guerre d'indépendance, et c'est ce qu'ils mettent seulement en valeur, et tout le reste est complètement nié et caché.
Et pour trouver cette histoire-là et la comprendre, il fallait aller vers les femmes. Donc petit à petit, la première qui m'a donné accès à son archive, c'était Faiqa Mjahid. C'était ma première amie déjà, à Alger. C'était elle qui m'a fait rencontrer les femmes du réseau Wassila. C'est elle qui m'a introduit féministe de la première dans le monde féministe, dans le mouvement féministe, c'était elle. Et puis même dans le monde algérois, que pas du tout, je connaissais pas du tout Alger. Quand on venait de France, on passait nos 2 mois à Bourges et on bougeait pratiquement pas de Bourges. Et puis Alger, c'était trop bruyant, trop de monde, et ça faisait peur, et donc on n'y allait pas. Et donc c'est elle qui m'a introduit quand même dans ce monde algérois qui paraissait tellement inaccessible. Elle est dans le réseau Wassila aussi, non? Elle est dans le réseau Wassila, oui. Donc c'est elle qui m'a introduite au réseau Wassila aussi. Et donc c'est elle qui m'avait... La première archive que j'ai eue, le premier document, c'était un agenda qu'elles ont fait en 92. C'était un agenda avec contre le code de la famille, donc il y avait plein de caricatures et d'informations informatives, mais en même temps critiques. Il y avait ça, et puis après j'ai eu accès aux archives de Souad Inal. C'est l'accès à ces archives grâce à Maya Benchir. Parce que j'étais allée la voir à l'atelier où elle travaille. Et il y avait quelques documents de femmes, des revues, par exemple la revue Présence de femmes. Et donc Maya m'avait dit que c'était à Souad. Et j'avais contacté Souad qui m'avait donné accès à ces archives. Et en fait, ce sont les archives de sa mère, Zolikha Benzine, Moudjahida. Elle m'a dit que c'est elle qui gardait tout. Et Souad fait la manière, elle garde tout, c'est une vraie archiviste. Il y a eu transmission. Voilà, exactement. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit. J'avais commencé à un peu récolter et à lire et à comprendre cette histoire-là et à la reconstituer un peu. Et pour moi, l'histoire s'écrit à partir de ces histoires-là, de ces différentes histoires-là et de ces différents points de vue et ces différents parcours. Et c'est que comme ça qu'on pourra écrire une histoire qui soit la plus complète possible et la moins orientée. Et vous avez fait un petit livret là, qui a été distribué le 8 mars. Qui a été distribué, oui, le 8 mars. Et donc 2021. Dans lequel vous avez un peu passé quelques-unes de vos archives. Exactement. Alors ça, c'est le fanzine, c'est fanzine, j'ai jamais les temps. Ce mot. On m'a dit c'est une revue qui n'a pas de temps, qui n'a pas de. C'est ça. Oui. Alors en fait, c'est parce que c'est facile à faire, c'est rapide et c'est amateur. Et donc un fanzine, c'était dans les mouvements militants féministes et de gauche et d'extrême gauche où ils distribuaient. Voilà, ces petits documents faits pratiquement à la main, avec les moyens du bord. Alors qu'une revue, il faut... Mais celui-là, il est quand même de belle qualité. Oui, celui-là, il est de belle qualité. C'est un petit document. Celui-là, il est très beau. Mais en fait, c'est une commande de la galerie Rhizome. Et comme ils ont fait une expo sur les violences faites aux femmes et les représentations, donc Myriam, la commissaire, m'a contactée, m'a demandé si je pouvais faire un document sur les violences. Et je lui ai dit, Myriam, j'en ai marre des violences. Je veux parler des luttes. Parce qu'il y a des violences, mais il y a quand même des femmes qui luttent contre ces violences-là. Et c'est quand même bien de faire ça. Et du coup, je lui ai proposé de faire quelque chose sur les luttes des femmes et la communication et la transmission et la continuité de ces luttes-là. Donc j'avais repris des documents d'archives de la rencontre de 89, de la première rencontre des femmes de 1989 et celle de 2019, parce qu'il y avait la rencontre mouvement féministe juin 2019. Donc vraiment les mettre en communication. Et puis la marche, la dernière grande marche, en tout cas l'une des premières après 65, mais celle-là, celle de 90, c'est vraiment les mouvements féministes, les mouvements de femmes, les associations de femmes qui l'ont organisé. C'était pas... parce que celle de 65, c'était l'UNFA, mais l'UNFA, il ne faut pas oublier que c'était un organe du FLN. Alors que là, en 90, c'était des femmes, c'était des associations indépendantes. Et donc, c'est l'une des grandes dernières marches des femmes, pour les droits des femmes, contre les violences, contre l'intégrisme qui montait. Et la population qui était la plus touchée, et la première touchée, c'était évidemment les femmes. Dès les années 70-80, il commençait à y avoir des violences et des crimes de femmes. Et puis la mettre
en communication et en continuité avec la marche du 8 mars 2020. L'une des premières, en tout cas du retour à la rue. Et le 8 mars 2020, c'était vraiment le premier 8 mars politique. On n'était plus dans le 8 mars de la fête, des fleurs et de Cheb, comment il s'appelle là? Je ne sais pas qui, où il faisait son concert pour les femmes. Donc c'était là, pour moi, il y avait un tournant, et ça s'est vu, vu après. Donc ce document, oui, il retrace un peu ça. Il y a un beau texte aussi de Amina Izzaroukhan qui parle du féminisme intergénérationnel, de comment elle a construit son féminisme. Et il y a un magnifique slam de Wiham Aoures sur le 8 mars n'est pas une fête. Voilà. Et qui est en communication, en transparence, en calque, avec un texte du 8 mars 90 qui disait pratiquement la même chose. Que le 8 mars n'est pas une fête, que c'est une journée de droits des femmes, que c'est une journée de lutte, que c'est une journée politique. Tu le dis d'ailleurs dans ton sommaire. Oui, dans l'introduction, on le dit. Donc voilà, c'était un peu... Et c'est grâce aux archives et au travail qui a été fait avec Awel, qu'on a retrouvé ces documents-là et que du coup on a pu les visibiliser. Et le but c'est vraiment ça en fait, c'est de visibiliser, c'est de rendre accessible et de rendre public. Ces documents-là étaient publics, ils sont redevenus privés parce que les femmes les ont protégés, les ont transportés, les ont préservés en fait, en attendant le moment où il y aurait un centre d'archives, où il y aurait des personnes qui s'y intéresseraient aussi, où elles pourraient transmettre ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est extrêmement important en fait de montrer ça, d'écrire cette histoire-là, de permettre à des gens d'y avoir accès et de l'écrire, parce que nous, on ne peut pas tout faire. C'est clair. Aller chercher les archives, les scanner, les partager, les rendre visibles. Chapeau, déjà, quel boulot. Et puis, voilà, c'est du boulot. Et puis voilà, et là, on a déjà des chercheurs, des femmes qui nous contactent pour justement, qui commencent à faire soit des masters ou soit même des thèses ici, sur des documents. Alors, quelques-unes en Algérie, aussi à l'étranger, des Algériennes qui sont à l'étranger, ou même des Françaises en France qui demandent à avoir accès à ces documents-là, dont une qui fait un travail de master et qui voulait faire un travail sur la marche du 8 mars 90, justement. Parce qu'elle avait vu sur la page Facebook des documents relatifs à cette marche et qu'elle avait envie de travailler dessus. Donc c'est génial, c'est vraiment un travail magnifique et qui va donner et qui va ouvrir des perspectives d'écriture, de création, de point de vue, de lutte aussi, parce que ça permet aussi d'avoir des outils de réflexion, des outils de lutte et d'action. Et le 8 mars 2020. Et c'est systématique quand je les vois, les femmes, quelles qu'elles soient, que je rencontre. Oui, je me chie là quand on leur dit bonne fête. Je me chie la fête. J'ai entendu ça plusieurs fois. Quoi. Oui, et qu'elles veulent plus maintenant, parce qu'elles font tellement et qu'on pensait qu'à un moment ça allait, que ce qu'on faisait, le travail qu'on faisait, ça allait payer et puis ça allait être reconnu. Et ça ne l'est toujours pas. Ça ne l'est toujours pas et au final, il va falloir se battre encore. Il va falloir se battre encore pour ça. Moi, je pense que ça évolue dans le bon sens. Dans le bon sens, dans le sens où il y a des collectifs, il y a des personnes, il y a des gens qui s'organisent et qui discutent et qui font des choses localement. Moi, je crois au local. Je crois pas à une révolution massive qui va chambouler, qui va vous bouleverser du jour au lendemain. Ou alors si elle le fait, ça ne va pas être dans notre sens. Et moi je crois plutôt au travail local qui va donner dans la durée. C'est vrai que c'est long, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Et il ne faut pas oublier que ces militantes ont des familles, des boulots à côté et qu'on ne s'est pas toutes débarrassées de nos obligations de ce système patriarcal. Mais il y a quand même des choses qui se font et des personnes qui s'organisent localement et qui travaillent localement. Et moi, je crois plutôt à ça, à ces organisations locales et qui travaillent dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, et qui s'organisent entre eux et qui ensuite
feront des ramifications. Et, par exemple, comme pour le mouvement féministe, aujourd'hui, on n'a pas fait une autre rencontre nationale, mais les collectifs existent toujours, les associations existent toujours, et elles travaillent toujours dans leur wilaya, dans leur ville, dans leur quartier. Et on communique toujours et on essaye de faire des actions collectives. Et je pense que tout ça mûrit et avance. Et c'est que comme ça qu'on peut bouleverser et faire avancer notre société. Je suis venue en Algérie dans le but de connaître mon pays et puis de travailler et de reprendre et de continuer en thèse. Et je voulais travailler sur la prostitution en Algérie parce que j'avais rencontré une femme donc, qui était dans ce centre d'hébergement, qui était algérienne, d'Oran, et qui était passée par un réseau de prostitution pour se retrouver en France. Et j'avais envie de faire ce parcours-là et de voir comment ça se passait. Au final, j'ai pas fait de thèse, mais j'ai fait plein de choses. Donc, j'avais travaillé au Soir d'Algérie en tant que journaliste. J'avais été aussi correctrice de presse à TSA pendant un bon moment. J'ai travaillé à ETS Algérie, accompagnatrice socio-médicale de femmes, justement, dans les milieux prostitutionnels et pour les dépistages qui veulent se dépister. Et voilà, j'ai travaillé une année avec eux. Et j'ai travaillé aussi un peu chez Balzac, dans un peu l'édition, quelques projets. Et puis j'ai fait ce court-métrage documentaire avec Habiba Tahmoud. Tu as joué aussi. J'ai joué aussi. Comédienne aussi dans un film. Mais tu vois, en fait, c'est ce film-là, le fait d'avoir joué ce petit rôle dans le film de Khaled Moussaoui, Les Hirondelles, qui a fait que j'avais envie, non pas d'être actrice, mais plutôt de toucher un peu à la technique, d'être un peu derrière la caméra. Toute cette machine-là m'avait fascinée, j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment aimé. Et alors quand j'ai vu l'appel à projet de Habiba, j'ai tout de suite sauté. Et en plus, j'avais mon sujet parce que en juin 2018, juste avant l'appel à projet de Habiba, on avait fait une assemblée générale au réseau Wassila et on avait discuté de ce qui posait problème, de ce qui nous posait difficulté. C'était l'accompagnement juridique des femmes. On se rendait compte avec le rapport, le bilan annuel qu'on faisait, que très peu de situations juridiques aboutissaient. Et les dossiers de femmes aboutissaient en justice et les femmes avaient en tout cas gain de cause sur ce qu'elles portaient au niveau de la justice. Et il y avait beaucoup d'histoires de maltraitance juridique, institutionnelle, que ce soit au niveau des tribunaux, des commissariats. On avait accompagné beaucoup de femmes qui rencontraient ces difficultés, qui étaient maltraitées par ces institutions-là. Donc on avait envie de travailler, de réfléchir sur tout ça. Et il y avait aussi un atelier juridique qui était mené, qui est mené depuis quelques années maintenant au réseau Wassila, où elles réfléchissent justement, elles analysent l'accompagnement juridique qu'elles font au niveau des femmes, comme autocritique, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment améliorer l'accompagnement juridique, et puis aussi comme critique, qui pourrait être un plaidoyer sur la législation et sur les institutions judiciaires et la manière dont ils traitent les femmes. Et comment on pourrait en tout cas faire des propositions d'amélioration. Donc il y a tout un travail qui se fait là-dessus et tout ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais envie justement, par le terrain, reprendre la recherche et aller réfléchir sur ces questions-là. Et bim, pile poil, il y a l'appel à projet de Habiba qui tombe. Je me suis dit, tiens, et si je faisais un film? C'est un bon. Au lieu de faire une thèse, je faisais un film. Tu as fait un très beau film. Je fais partie des premières à l'avoir vu. Tu m'avais fait cet honneur. Oui, j'avais besoin d'avoir ton regard. J'avais pensé tout de suite à toi en fait, pour que tu regardes mon film et que tu me dises un peu ce que tu en pensais. Et j'étais partie de cette réflexion-là en fait, du droit des femmes, de la justice et les femmes, du code de la famille, de comment les femmes aussi se sortent de ça, se dépêtrent de tout ça, créent des choses, se révoltent individuellement ou collectivement, de manière discrète ou plus offensive. Ce qui est intéressant justement, je viens d'y penser dans ton film, j'avais beaucoup aimé, c'était le regard de ces jeunes femmes quand elles découvraient
le texte de loi et leur étonnement. C'était très très beau à voir. Oui. Elles étaient effarées, quoi. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et en plus, en arabe, c'est pas de la même façon qu'en français. Mais c'est effarant. Ouais. Quand tu vois la société, alors c'est vrai que la société est toujours en avance par rapport à notre État, à notre gouvernement, à nos gouvernants qui nous prennent toujours pour des abrutis. Continuer à mépriser et à nous prendre vraiment pour des abrutis. Et ils pensent vraiment qu'on est stupide. Et ce qu'elles ont découvert, parce qu'on ne lit pas le code de la famille, qui va lire un code de procédure pénale, ou le code pénal, personne ne lit. Mais le code de la famille, c'est encore pire en fait. Les mots, les termes utilisés, c'est insultant pour l'intelligence de notre intelligence de l'humain, quoi, et notre situation. Notre situation de femmes qui bossent, qui triment, qui luttent, qui se débrouillent, qui sortent de tout ça. Et puis tu as un code de la famille qui est complètement à l'encontre de la société qui avance à grande vitesse. Et lui, eux, ils n'y arrivent pas, ils s'en sortent pas. C'est pour ça qu'ils répriment. Parce qu'ils n'ont pas d'autre Ils n'ont pas d'autre rien que de réprimer et d'enfermer pour les faire taire et faire. Et donc ta recherche, tu l'amènes toujours Et ma recherche, et du coup ma recherche, oui, je l'amène toujours après. Donc le film m'a vraiment beaucoup fait avancer et réfléchir. Et il a eu beaucoup de succès quand même, il a été montré un peu partout. Oui, il a un peu voyagé, il va continuer à voyager justement. Ouais. Là, on va commencer une petite tournée des cinémathèques en Algérie. Ils ont repris la cinémathèque, elles sont réouvertes. Et du coup, Habiba Jahnin, qui était notre formatrice pour cet atelier, nous a proposé, avec Sonia Kessi, en fait, c'est elle qui a réanimé ça. Elle dit, mais les cinémathèques sont ouvertes, il faut absolument qu'on fasse... On avait un projet en 2020 de faire la tournée des cinémathèques en Algérie, parce qu'il y a dans chaque pratiquement wilaya ville, il y a une cinémathèque et c'était quand même c'est le réseau, le meilleur réseau pour faire circuler le film. Seul, et du coup, on voulait faire ça en 2020, mais malheureusement, il y a eu le Covid et notre enfermement. Et puis là, voilà, maintenant que ça s'est ouvert, on va le faire. Vous repartez toutes Vous étiez 6, je crois On était 7, alors 6 à avoir fait des documentaires. Il y a le documentaire sonore de Sarah. Alors on ne va pas à toutes les 6 parce que maintenant, voilà, chacune aussi a des préoccupations et des activités. Elles ne sont pas toutes disponibles, mais en tout cas, il y aura les trois films sûrs. Celui de Camila Oudlarbi Ferayha, et selon elle, celui de Sonia Kessi, Nouba, et le mien. Et puis quelques dates avec les 3 autres films, parce que les 6 en même temps, c'était trop... voilà. Et donc après le film, j'ai repris totalement la recherche, on va dire académique. Donc de l'observation du terrain, et je vais beaucoup dans les tribunaux. Je le fais un petit peu avant de m'y mettre vraiment dans la recherche, mais là je le fais de manière systématique. Et j'essaye au moins 2 jours par semaine d'y aller. Bon là ça fait un moment que je l'ai fait. Mais j'essaie au moins de passer au moins une matinée, un après-midi au tribunal. Et tu y vas sans savoir ce qui va être ou la suite? Alors ça dépend, parce qu'il y a des dossiers, du réseau Wassila que je suis. Que tu suis, d'accord. Pas forcément pour ma recherche, mais vraiment pour faire le suivi et pour faire le suivi, l'accompagnement et faire en sorte que les dossiers soient vraiment essayent d'aboutir. Et en fait, c'est que comme ça. On s'est rendu compte que c'est vraiment dans le suivi systématique des dossiers qu'on arrive à avoir des résultats. Et puis une fois que j'y vais pour soit déposer un dossier, soit soutenir une femme qu'on accompagne au réseau Wassila, je reste. Je reste dans la salle d'audience et j'assiste à toute l'audience. Donc je fais du civil et du pénal, mais je fais surtout du pénal parce qu'il y a les plaidoiries. Et les plaidoiries, j'arrive au moins, pour tous les autres dossiers que je ne connais pas, j'arrive au moins à comprendre ce qui se passe et à voir les interactions. Et, les femmes qui sont présentes, les avocats, qu'est-ce qu'ils utilisent comme
Argument ou comme... Voilà, argument, comme article, comme terme, Ça doit être de super quel ressort? intéressant. Est-ce que c'est du ressort de la morale, du religieux, des mœurs, de la culture, de la tradition de la société, qu'on traite un dossier voilà. Tout ça, c'est intéressant, des places de chacun. Et c'est ça, tu ma t'en recherche. sors bien avec la langue arabe, toi, ça y est, tu t'es... Non, un peu. Non. T'hésites, Fabien? Non, quand même, ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait depuis 2014, donc ça fait 7 ans, mais j'ai toujours du mal. Parce que pour suivre une audience en arabe, ça va. Alors, je m'habitue de plus en plus, mais ça reste difficile quand même. Il y a beaucoup de choses que... Mais c'est une bonne manière, en tout cas, d'apprendre la langue. Parce qu'il faut que je sois immergée. Tout de suite. Et pour être immergée, en Algérie, dans l'arabe classique, il n'y a pas. Il y a la télé, la Chlia, je ne sais pas. C'est difficile quand même de regarder la télé. Oui. Moi, j'ai pas de télé depuis très longtemps Moi aussi. et vraiment, j'aime pas ça. Ouais. Donc, j'écoute la radio. Ouais. J'écoute des podcasts, j'essaie d'écouter des podcasts بالعربية. Mais c'est difficile. Et c'est l'une de mes autres frustrations, c'est le fusha. J'y arrive pas. C'est difficile les langues. Et oui, c'est vrai. Et les quand on n'a pas frustrations, connu, les frustrations linguistiques, c'est vraiment difficile. Vraiment, je suis très très frustrée. Pas seulement pour ma recherche, mais pour tout le reste. Pour des textes, pour de la littérature, des articles, des livres, des émissions, de la poésie, des films. Enfin, vraiment, ça me frustre énormément. Mais j'essaye. Tu y arriveras. J'y arriverai un jour. J'ai espoir. Et donc tu as lancé, tu es inscrite en thèse pour cette recherche. Alors je vais bientôt m'inscrire en thèse, parce que je le dis depuis un moment. Mais voilà, j'ai un directeur normalement de thèse et j'espère aller au bout parce que c'est quand même difficile et je voulais pas en fait m'inscrire en thèse, je voulais pas poursuivre en thèse, je voulais faire de la recherche comme ça libre, écrire des articles, des chroniques, pourquoi pas même un ouvrage, enfin qu'importe, mais en tout cas écrire de manière libre, pas dans un cadre académique avec des contraintes aussi fortes qu'une thèse. Mais le problème c'est que pour faire ça, pour être libre et pour faire de la recherche, il faut être soit rentier, chose que je ne suis pas, je ne suis pas rentière. Ou soit avoir des bourses, être boursière, parce que travailler en même temps que faire la recherche, c'est ce que j'essaye de faire en fait depuis 2014. J'essaye d'avoir un travail salarié pour vivre, parce que je n'ai pas d'autre moyen que de travailler pour vivre et d'avoir un peu d'argent. Mais j'y arrive pas, c'est trop dur en fait. Il faut vraiment il faut avoir une grande disponibilité pour faire du terrain, pour faire des entretiens, pour lire, documenter. Aller voir les archives sur le code de la famille, sur la manière dont il a été voté. Donc c'est un plein temps énorme et qu'on ne peut pas avoir quand on est salarié et qu'on n'a pas de rente. Donc il faut être boursier. Et pour être boursier, il faut être inscrit en thèse. Ou alors avoir des subventions, des appels à projets, des choses comme ça. Mais déjà les appels à subventions et à bourse, c'est déjà pour les gens qui ont déjà une thèse et qui sont docteurs. Donc c'est pour ça que je suis contrainte en fait de le faire dans un cadre académique pour justement avoir une bourse et pouvoir être disponible pour faire la recherche et puis aussi pour avoir un guidant. Quelqu'un qui peut nous orienter, qui peut nous aider, non pas orienter notre recherche, mais en tout cas nous aider à réfléchir et à déblayer un peu toutes les informations qu'on accumule. C'est difficile seul. C'est important de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Tu es en train de sortir du... Exactement, qui a de l'expérience. Voilà, fouille plutôt par là, bien sûr. Et puis qui a de l'expérience, et puis aussi qui pose des questions. Qui pose des questions, qui interroge. Qui propose des lectures. Qui propose des lectures, exactement. Et puis aussi et de manière collective, parce qu'il y a des séminaires, il y a des rencontres collectives comme ça entre doctorants et ça c'est extrêmement important. Une recherche, ça se fait pas seul en fait. Et je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vrai que le cadre académique est extrêmement
enrichissant et aidant, oui. mais il est aussi très contraignant, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est quand même, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est quand même très archaïque, vraiment, qui ne veut pas évoluer. Espèce de truc très hiérarchique, très hiérarchique, très institutionnalisé, très bureaucratique, et puis de mandarin, de corporatisme, voilà, et tout ça en fait me gêne, et vraiment ça c'est insupportable pour moi de ces relations dans le monde de la recherche qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on le retrouve dans le monde universitaire de la recherche, ça fait c'est quand même dur en fait. Retrouver ce truc de corporatisme, il faut que tu connaisses un tel pour entrer dans tel laboratoire, pour qu'il te donne accès à telle bourse. Ça, et puis ça existe partout, et même dans notre pays. Moi, ça m'afflige de me dire. Et donc tu as un intitulé ou un sujet précis? C'est ça. Pour moi, c'est l'anthropologie. C'est l'anthropologie du droit et de la justice, et essayer de décortiquer, de comprendre d'une part le fonctionnement institutionnel du monde judiciaire, des rôles de chacun, de comment ça fonctionne, et puis des interactions et la manière dont on traite les femmes dans ce monde-là. Et comment la culture influence? Tout à fait. Par quoi c'est influencé? Est-ce que c'est vraiment du droit pur? Est-ce qu'il y a beaucoup de subjectivité? Évidemment, parce que, alors, par exemple, dans le Code de la famille, il y a beaucoup d'articles qui disent à la discrétion du juge. Et du coup, chaque juge va interpréter selon ses convictions à lui, bien sûr, selon ses orientations, ses désirs, son humeur du jour. Exactement. Et puis selon aussi les femmes qu'il va avoir en face de lui. Il y a quand même beaucoup de discrimination de sexe, mais aussi de classe. Au niveau des tribunaux. Pas que des tribunaux, des commissariats. Bon, je le vois bien, parce que j'arrive, tu vois, je suis une jeune femme, habillée comme ils pensent, peut-être d'une classe sociale supérieure, tu vois, pour eux. Et en plus, je leur dis, je suis stagiaire de Maître Smati, ce qui est vrai, parce que je fais des choses. Donc voilà, ils te prennent. Il y a beaucoup ce regard-là, cette influence-là des classes sociales, intellectuelles. Ah, c'est une universitaire, donc on va la traiter de telle manière ou de telle manière. Bon, il y en a qui s'en fichent, qui n'ont pas de. Mais la plupart du temps, ils te traitent différemment. Et ça, c'est important. C'est important d'analyser ça et de voir que, évidemment que c'est pas neutre, évidemment que tout le monde n'a pas accès à la justice de la même manière, que tu sois d'une part une femme, et quelle femme, quelle femme, et de quel milieu social, de quelle région tu viens, de comment tu parles, de quelle langue tu parles. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles derja? Est-ce que tu parles kabyle? Est-ce que tu parles fasha? Est-ce que tu comprends le fasha? Parce que quand on est au tribunal, on parle fasha. Est-ce que je connais le fasha? Ma mère, elle ne comprend pas. Elle comprend le fasha. T'imagines? Elle n'a pas été à l'école. Je sais, mais mes parents aussi, ma mère aussi. Elle n'a pas été à l'école. Ma mère, elle comprend le kabyle, elle parle kabyle, et elle parle derja. Et elle comprend derja. Mais fasha, elle est complètement perdue. Donc les discours politiques qu'on a à la télé, les informations avec un langage très châtié et complètement incompréhensible. Qui comprend ça? À qui s'adresse? Mais au tribunal, c'est une telle violence. D'une part la langue et la manière dont on traite les gens, c'est incroyable. Les verdicts, ce que je racontais dans ce que tu me parlais des petites chroniques que j'écrivais, des petits comptes rendus sur les chroniques judiciaires que je faisais. Vraiment, j'adore. J'écoute beaucoup les chroniques judiciaires, que ce soit en podcast ou en lecture. Et ça fait longtemps que je fais ça. Et du coup, quand j'avais écrit ça, c'était sur... il y avait un procès, le verdict de cette femme que j'accompagne et que je vais continuer à accompagner parce qu'elle va aller en appel du verdict sur le divorce.
Et les verdicts, ils sont dits à vitesse, à grande vitesse, sans prononcer et sans regarder les personnes. Les juges, tous et toutes, qu'elles soient femmes ou hommes, n'articulent pas, ne parlent pas fort et ne s'adressent pas aux personnes concernées. Ouais. C'est d'une violence incroyable. La manière dont ils traitent de haut, là, qu'importe de quelle classe sociale tu es, qu'importe, tu es traité, en tout cas dans les verdicts, ensuite sur les dossiers, sur les traitements, tout ça. Mais sur le moment où on prononce les verdicts, c'est un espèce de truc à la chaîne, parce qu'au début de chaque procès, de chaque audience, il y a les verdicts des affaires précédentes, et du coup elle les lit comme ça. Elle donne le numéro de dossier. Si tu arrives à choper le numéro de dossier, tu dis bon, c'est le mien. Elle donne le nom et ensuite le verdict. C'est impossible de comprendre ce qu'elle raconte. Il faut que tu aies le papier, mais tu ne peux pas avoir le verdict papier tant qu'elle n'a pas lu le verdict en audience. Et pour savoir quand, il faut que tu ailles à toutes les audiences. Toute la journée, quoi. C'est plutôt la matinée. Donc, par exemple, pour cette femme, Madame S, on est allé un dimanche. C'était la dernière audience. Elle nous a dit le verdict la semaine prochaine. Eh bien, c'était pas la semaine prochaine, donc c'était pas le dimanche d'après. Et puis ils te disent rien, tu ne sais pas. Et on descend pour se renseigner, on demande mais quand est-ce que le verdict, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir le papier? Non, tant qu'elle ne l'a pas dit, qu'elle n'a pas prononcé le verdict en audience, tu ne peux pas savoir. Donc on a été comme ça pendant 3 dimanches. Tu perds 3 dimanches, 3 jours de travail à trimer et puis à aller au tribunal pour entendre ton verdict en audience, en salle d'audience, et pour ensuite avoir le jugement. Mais le jugement, tu ne l'as pas le jour même et tu ne sais pas quand. Maintenant qu'elle a prononcé et si tu l'as mal entendu, si elle a prononcé... Tu ne peux pas savoir. Ouais, tu sais pas. Là, pour Madame S, on n'a pas su ce qu'elle avait dit. C'était impossible. On n'avait absolument rien compris. Puis elle est loin, il y a du monde. Et elle ne parle pas dans le micro. Alors quand il y a un micro, il ne fonctionne pas. Et puis elle parle à voix basse et elle va très vite. Très très vite. Et du coup, il a fallu attendre 2 jours. Elle est allée dimanche, lundi, mardi, mercredi matin pour avoir son jugement. On ne lui dit pas telle date, tu vas avoir le verdict. Et telle date, tu reviens, tu vas avoir ton jugement papier. Non, peut-être demain. Donc elle revient le lendemain. Non, c'est pas encore prêt. Peut-être demain. Et puis elle revient le lendemain. Et puis au final, au bout de 3 jours, elle a son jugement papier. Parce que sans le jugement papier, tu peux pas aller... Déjà, tu ne peux pas savoir ce que tu as eu, parce que tu ne comprends rien en audience. Et dans le cas où... Et dans le cas où de faire appel ou quoi. Voilà, c'est ça. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Eh bien, merci Salia. Qu'est-ce que je voulais dire avant de conclure? Tu sais que je pose toujours une question à tous mes invités. Oui. J'aimerais bien que tu me proposes, si tu y as réfléchi, est-ce que tu pourrais proposer une mesure qui est facile, simple, pas coûteuse, qu'on pourrait prendre immédiatement? Imaginons que nous soyons enfin dans une Algérie où tout est possible, où on en a fini avec ce pouvoir-là et qu'on va installer quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Une chose, une mesure. Une mesure dans une Algérie des possibles. À construire, voilà. Oui, une Algérie des possibles. J'avais réfléchi à plusieurs choses. Et en fait, je me suis dit vraiment quelque chose de concret dans le domaine dans lequel je milite et de très simple et qui pourrait se faire et on n'aurait pas besoin de beaucoup de moyens parce que les moyens sont déjà là en fait. Même dans cette Algérie-là qui ne nous convient pas évidemment, il pourrait le faire. Moi, ce serait des centres d'hébergement pour des femmes, des centres d'hébergement dignes de ce nom. Pour des femmes, des centres d'hébergement d'accueil pour des femmes victimes de violences.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème énorme. Il y en a quelques-uns ou pas Il y en a du tout? quelques-uns, mais ils sont absolument dans un état lamentable. Et on traite les femmes, et en fait les femmes ne rentrent pas dans un centre d'hébergement, elles rentrent dans un centre pénitentiaire. Donc elles sont enfermées, elles n'ont pratiquement pas le droit de sortir, les téléphones leur sont retirés, et quand elles sortent, c'est avec une autorisation. Et la plupart des centres d'hébergement ne prennent pas des femmes avec enfants. Et la plupart des femmes, en tout cas qu'on reçoit, qui sont en difficulté, parce que les femmes célibataires qui n'ont pas d'enfants, ou alors même celles qui divorcent, sans enfants, elles trouvent des possibilités, et puis même leur famille, en tout cas celles qui ne sont pas complètement réfractaires, les accueillent plus facilement lorsqu'elles sont seules et qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais celles qui sont vraiment très en difficulté, ce sont les femmes avec enfants, où il n'y a pas de centre d'hébergement. Ou alors quand il y en a, ils sont dans ce que je te disais, dans un état lamentable, et c'est des centres pénitentiaires où on paternalise complètement les femmes. Et même ceux-là, il n'y en a que 5 sur tout le territoire algérien. Alors, c'est évidemment pas suffisant. Ça doit être surpeuplé. Et c'est complètement pas surpeuplé, parce que les femmes refusent d'y aller. Et oui, elles refusent d'y aller. Ce sont des conditions horribles. En fait. Elles préfèrent peut-être être dans la rue. Mais c'est ce qu'elles nous disent. C'est ce qu'elles nous disent. Elles préfèrent être dans la rue que d'aller dans ces centres d'hébergement. Alors, nous, on n'a pas d'autres possibilités. Voici là, on n'a pas. On n'a pas d'autres propositions et de moyens. Du coup, les seuls qu'on propose, c'est ces centres d'hébergement d'urgence où au moins elles peuvent s'abriter et puis ensuite peut-être trouver des solutions par la suite. Mais une mesure simple et efficace et qui va pas demander un nouveau budget, parce que le budget, il existe. Ce serait des centres d'hébergement dignes de ce nom, donc des centres dans chaque wilaya, au moins un centre dans chaque wilaya, un grand centre qui accueillerait des femmes seules ou des femmes avec ou sans enfants, et où il y aurait quand même une équipe professionnelle, une assistante sociale formée, des psychologues, éducatrices d'enfants, de jeunes enfants, qui pourraient accompagner et écouter toutes ces femmes dans leur projet de vie, dans leur futur projet de vie. Parce que là... les insérer, comme on dit, quoi. Ben oui. Les insérer pour de vrai. Ce qu'on dit, oui. Bon, c'est vrai que ce mot, il est... Oui, il est vraiment... Il n'est pas du tout adapté, parce que ce sont des femmes qui sont des pauvres... Qui sont insérées, qui sont autonomes, qui veulent en plus avoir leur indépendance. Quand elles décident de divorcer, c'est qu'elles ne veulent plus être sous la coupe de qui que ce soit, donc elles ne vont pas être dans un assistanat, elles veulent vraiment travailler et être indépendantes. Et du coup, oui, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent, en fait. Les moyens existent? Les moyens évidemment qu'ils existent. Il faut juste qu'on ait un terrain où, je ne sais pas, est-ce que tu le vois, il y a pris en charge par l'État, ces centres-là? Et ce serait l'État, oui. C'est des centres étatiques, évidemment. Les associations, elles n'ont pas le budget pour ça, elles n'ont pas ça. Ou alors, ce serait allouer des budgets à certaines associations qui travaillent sur ça et créer ces centres d'hébergement. Mais tu vois, je te dis ça aujourd'hui, mais dans notre gouvernement actuel, au vu de leur regard sur la société, sur les femmes, ça ne va pas être des centres comme ce que je te propose, évidemment. Parce qu'on voit bien les centres qu'ils ont créés, on voit bien les professionnels, en tout cas les personnes qu'ils mettent dedans, et ce ne sont pas des professionnels qui sont à l'écoute et qui respectent les femmes, c'est plutôt des répressifs, des personnels répressifs, jugeants, et qui vont juger ces femmes divorcées, ces femmes violentées, ces femmes qui quittent le foyer conjugal, comme le flic, comme les commissariats, quand une femme va déposer plainte contre son conjoint, il dit rajlek, malish, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore, c'est pas des mythes et c'est pas des racontes. Moi, j'ai entendu, j'ai accompagné des femmes qui ont eu ça dans la gueule. Les centres d'hébergement, et ils sont pas en dehors, en tout cas aujourd'hui, ils sont pas en dehors de cette mentalité-là. Et ces gens qui gèrent ces centres, ils pensent de cette manière. Et du coup, je te fais cette proposition qui a l'air simple, mais elle est complexe, parce qu'elle demande quand même un changement de paradigme, de paradigme, une manière de voir les femmes et de traiter
de traiter Ou les qu'ils femmes. soient cédés, ces centres, à des femmes plus... Ou qui soient cédés à des associations Oui. qui ne pensent pas... comprennent, Oui, qui comprennent et qui ne pensent pas que les femmes soient des fautives. Oui, des Et femmes qu'elles- enfermées, des Exactement. personnes nocives. Oui, tout à fait, des sorcières. Enfin, bon. C'est un terme, enfin, en plus tu vois, Oui. c'est un terme, enfin, Oui. pas un terme, mais une étiquette Oui, peut-être. oui. Voilà, une étiquette que les féministes ont récupérée. Ces sorcières là. Ben oui, mais les sorcières aujourd'hui, ce sont les femmes Oui. qui refusent d'avoir des enfants, Je sais. qui divorcent, Ouais. qui refusent de se marier, de vivre seules. Et du coup, on les traite de Sorcières, sorcières. quoi. Si elles peuvent, c'est que vraiment elles ont pactisé avec le diable, c'est pas possible. Ah bah oui. autrement. Eh ben, merci Sadia, c'était super intéressant tout ce que tu m'as dit. Merci Merci à beaucoup. toi. Et voilà, Tangente, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Bye bye, prenez soin de vous. Tangente, le podcast de Ajar Bali.